Bienvenue pour cette analyse approfondie. Aujourd'hui, on se tourne vers le Gabon. Là-bas, l'ambiance est, disons, électrique depuis les élections locales et législatives du 27 septembre dernier. Oui, électrique, c'est le mot qui revient. Les résultats à peine sortis, et voilà, la controverse a éclaté. On sent une vraie tension. Une tension palpable donc. Et ça ne semble pas être juste quelques mécontents isolés, hein. Non, pas du tout. On parle d'accusations de fraudes électorales assez sérieuses et qui semblent venir d'un peu partout. Ça plonge le pays dans une incertitude assez marquée, oui. Alors, notre discussion va s'appuyer sur un document Tension post-électorale au Gabon. L'idée, c'est vraiment de décortiquer tout ça, comprendre les accusations, qui sont les acteurs clés, les enjeux. Et voir aussi l'impact possible sur la stabilité politique là-bas. C'est important. Absolument. Et une précision importante avant de commencer, qu'on retrouve dans notre source d'ailleurs, oui, il faut être clair et net. On va présenter les allégations de fraude telles qu'elles sont rapportées dans le document. Notre but, c'est pas de les valider ou non, hein, Exactement. c'est de comprendre comment elles circulent, ce qu'elles provoquent dans le débat gabonais actuel. On s'en tient aux faits rapportés. Voilà. C'est une base de travail saine. Parfait. Alors, entrons dans le vif du sujet. Ces élections du 27 septembre. Contestation immédiate. Vous disiez atmosphère électrique. Qu'est-ce que ça recouvre concrètement sur place? D'abord les infos. Ben, ça traduit une tension, oui, palpable et assez générale. Le fait que ça réagisse si vite, ça peut vouloir dire deux choses. Soit il y avait déjà une grosse méfiance, Oui, un terrain déjà miné, en quelque sorte. c'est ça. Soit les irrégularités étaient tellement visibles qu'elles ont provoqué une réaction immédiate et forte. Le mot généralisé qu'utilise la source pour parler du désordre, ça suggère que c'est pas juste un problème à un endroit précis. D'accord. Ça semble toucher plusieurs aspects du vote. Et au cœur de tout ça, il y a le nouveau président, Brice Clotaire Oligui Nguema, tout juste arrivé au pouvoir. Oui, et son retour de voyage a été un moment assez significatif, semble-t-il. Il rentrait des États-Unis et de Cuba, c'est ça, et il a tout de suite... Tout de suite, le 29 septembre, à peine descendu de l'avion à Libreville, paf, il convoque son ministre de l'Intérieur, Herman Imongolt. Sur le tarmac, quasiment. Ah oui, quand même. Directement à l'aéroport, c'est un geste fort, politiquement. Très fort, oui. Ça envoie plusieurs messages, possibles en tout cas. D'un côté, la volonté de montrer qu'il prend le dossier en main, sans attendre qu'il ne laisse pas la situation pourrir. Un signal pour l'opinion publique, pour les politiques. Exactement. Mais d'un autre côté, en parlant de dysfonctionnement, comme le rapporte la source, ça peut aussi être une façon de, disons, cadrer le problème. Peut-être comme quelque chose de technique, d'organisationnel. Pour éviter une remise en cause politique trop directe, trop tôt dans son mandat. Voilà, c'est une lecture possible. C'est délicat pour lui. Il doit montrer qu'il agit, mais sans forcément valider toutes les accusations de fraude massive qui pourraient fragiliser son propre pouvoir tout neuf. C'est un équilibre à trouver. Intéressant comme lecture stratégique. Alors, venons-en à ces accusations de fraude. Le document source a l'air d'être assez précis là-dessus. C'est quoi les principales irrégularités qu'on dénonce? Alors, il y a plusieurs choses. Et ce qui est notable, c'est que ça viendrait pas seulement de l'opposition. Le document mentionne aussi des critiques venant même de l'intérieur du camp présidentiel, de l'UDB. Ah oui, ça c'est intéressant. Si même dans son propre camp des voix s'élèvent, ça suggère que le malaise est peut-être plus profond qu'une simple querelle majorité-opposition. Tout à fait. Ça donne plus de poids à l'idée d'un problème, disons, systémique. Alors, sur la nature des fraudes présumées. D'abord, on parle beaucoup de l'usage massif de procuration, considérée comme frauduleuse. Les procurations, c'est un classique des contentieux électoraux, ça. Oui, c'est souvent pointé du doigt parce que c'est un système qui peut être détourné si les contrôles sont pas stricts. Ensuite, il y a quelque chose de plus choquant, peut-être. L'inscription de ce que le document appelle des votes fictifs. Des votes fictifs? C'est-à-dire, La source donne des exemples. oui, l'exemple le plus frappant, c'est celui des lecteurs décédés. Leur nom serait toujours sur les listes et on aurait enregistré des votes pour eux. Des morts qui votent? Si c'est avéré, c'est dévastateur pour la crédibilité d'une élection, ça. Ça touche au cœur même du système. Absolument. C'est le genre d'allégation qui marque les esprits et qui est extrêmement difficile à justifier. Et puis, il y a d'autres choses. Oui, Le document parle aussi de pression, des pressions sur les bureaux de vote, sans forcément donner tous les détails, mais ça suggère une forme d'intimidation, peut-être des électeurs, peut-être des agents électoraux. d'accord. Et enfin, Enfin, le terme chaos électoral est utilisé pour décrire la situation dans certaines villes, notamment Libreville et Ntoum.
chaos électoral. Ça évoque une grande désorganisation. Volontaire ou pas, ça aurait pu fausser le vote ou le comptage des voix. Donc, procuration suspecte, vote fictif de personnes décédées, pression, chaos organisationnel. Le tableau est quand même assez sombre. Assez préoccupant, oui. Et ces tensions, elles ne sont pas que techniques, elles se jouent aussi au plus haut niveau politique. La source parle d'un affrontement assez net. Ah oui, entre qui et qui? Entre le vice-président Séraphin Mudunga et l'ancien Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong-Sima. Ce dernier, Ndong-Sima, il est particulièrement critique sur la façon dont les élections se sont déroulées. Très critique même. Le document dit qu'il accuse carrément certains responsables d'avoir manœuvré pour consolider le pouvoir massif. C'est une attaque frontale, ça, hein? Tout à fait. Une charge très lourde contre une partie de l'appareil d'État ou du système politique en place. Et il y a cette citation rapportée par Gabon Media Time qui est assez parlante. Oui, je l'ai vu. Il dit, je cite, lorsque des électeurs mercenaires affluent en bus pour occuper des sièges où ils n'ont ni liens familiaux ni intérêts économiques, il ne s'agit plus d'une élection, il s'agit d'une mise en scène visant à confisquer la volonté populaire. Waouh! Analysons ça un peu. Électeurs mercenaires, mise en scène. C'est pas anodin comme mot. Non, pas du tout. Ce sont des mots très forts, choisis pour marquer les esprits. Électeurs mercenaires, ça suggère quoi? Des gens qu'on déplace artificiellement, peut-être payés, peut-être forcés, pour aller voter là où ils n'ont rien à faire, juste pour faire pencher la balance. Ça évoque une fraude organisée à grande échelle. Et mise en scène. Là, on va encore plus loin. Ça nie carrément le caractère démocratique de l'élection. Ça la réduit à une façade, une comédie, une manipulation pour tromper tout le monde et légitimer un pouvoir qui serait en fait obtenu par la triche. C'est une délégitimation complète du scrutin. Une telle déclaration venant d'une figure politique comme les Sima, ça doit avoir un impact politique énorme, non? Considérable, oui. Ce n'est plus une critique technique sur les procurations ou les listes, c'est une attaque sur la légitimité même du processus, et donc indirectement sur ceux qui en profitent ou qui l'ont organisé. Ça creuse forcément les divisions politiques qui existent déjà. Ça rend le dialogue plus compliqué, ça polarise encore plus. Exactement. C'est le genre de phrase qui peut vraiment enflammer les débats et rendre une sortie de crise pacifique, disons, plus difficile. Et ça met aussi le nouveau président dans une position très inconfortable, pris entre ces différentes factions. Et l'opposition, disons, plus structurée, elle dit quoi? La source cite Alain-Claude Billy Bienzé. Oui, il est présenté comme une figure de l'opposition. Il a tenu une conférence de presse et sa position est ferme. Il dénonce l'illégitimité des résultats. C'est clair, net. Il conteste la validité du vote ou au moins de ses résultats. Et il ne se contente pas de dénoncer, il demande des choses concrètes. Oui, tout à fait. Il demande l'annulation pure et simple des élections. Mais attention, de manière ciblée, seulement dans les zones jugées compromises, là où il y aurait eu des irrégularités massives. Ah, c'est une approche plus chirurgicale, on pourrait dire. Pas une annulation totale partout. C'est peut-être plus stratégique. Ça peut l'être, oui. Ça évite peut-être la confrontation totale sur tout le pays, tout en demandant une action forte là où les problèmes semblent les plus criants. Et puis, il demande autre chose d'essentiel dans ce genre de situation, une enquête indépendante. Une enquête indépendante. La demande classique pour essayer de rétablir la confiance. Mais c'est souvent là que ça coince, non? Qui mène l'enquête? Est-ce qu'on accepte ses conclusions? Précisément. Qui la composerait pour qu'elle soit vue comme impartiale par tout le monde? Quels seraient ses vrais pouvoirs? Et surtout, est-ce que le pouvoir accepterait ses conclusions si elles lui étaient défavorables? C'est toute la complexité. Donc, cette demande, aussi légitime qu'elle paraisse, elle ouvre souvent la porte à de nouvelles discussions, de nouveaux blocages potentiels. Et en dehors de ces grandes figures politiques, est-ce qu'il y a d'autres formes de mobilisation, de contestation? Oui, le document le dit bien, la contestation ne vient pas que d'en haut. D'autres candidats, sans doute au niveau local, utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Facebook, YouTube sont cités. Ils lancent leurs propres appels à l'annulation du vote dans leur coin. Intéressant ça, l'utilisation des réseaux sociaux pour court-circuiter peut-être les canaux officiels ou les médias traditionnels? Big pour s'adresser directement aux électeurs, mobiliser leur base. Et puis, il y a la voie légale, bien sûr. La voie légale, c'est-à-dire... Eh bien, le document mentionne que des démarches sont en cours pour saisir le Conseil constitutionnel.
C'est l'instance qui, au Gabon, juge les contentieux électoraux. Donc tous ceux qui veulent une annulation ou une correction par les voies officielles se tournent vers le Conseil. D'accord. Donc tous les yeux vont être braqués sur ce que va faire le Conseil constitutionnel. Absolument. Sa manière de traiter ces recours sera déterminante. Tout ça, ça nous dépeint une atmosphère générale assez pesante au Gabon en ce moment. Oui, la source insiste là-dessus, un climat de défiance et d'incertitude. Et quand la confiance dans les règles du jeu démocratique est aussi secouée, c'est la stabilité politique elle-même qui peut être fragilisée. Quels sont les risques concrets qui sont évoqués dans l'analyse? Le risque principal, c'est une atteinte grave au processus démocratique lui-même. Quand des élections sont contestées aussi fort, avec des accusations aussi sérieuses venant de partout, ça peut saper durablement la légitimité des élus, des institutions. Surtout pour un pays qui sort d'une transition avec un nouveau président qui essaye de s'installer. Exactement. C'est particulièrement problématique dans ce contexte. Ça peut créer de l'instabilité politique, des blocages institutionnels, voire pire si la situation n'est pas gérée avec beaucoup de prudence et, surtout, d'équité. La façon dont le nouveau pouvoir va gérer cette crise, ça va être crucial. Bon, si on récapitule les points clés qui ressortent de notre source. On a eu ces élections locales et législatives le 27 septembre. Qui ont été immédiatement suivies par une vague de contestations très forte dans une atmosphère électrique. Et ces contestations, elles reposent sur des accusations de fraude assez précises, beaucoup de procurations suspectes. Oui, des votes fictifs aussi, avec cette histoire d'électeurs décédés, des pressions sur les bureaux de vote et un chaos électoral dans des zones importantes comme Libreville et Antoum. Face à ça, le nouveau président, Oligui Nguema, réagit vite en convoquant son ministre. Mais la tension monte aussi au sommet. Oui, avec ce clash très public entre le vice-président Moudonga et l'ex-premier ministre Dong Sima, qui utilisent des mots très durs, électeurs mercenaires, mise en scène. Et pendant ce temps, l'opposition institutionnelle, via Billy Bienemezé, rejette la légitimité des résultats. Elle demande des annulations ciblées et une enquête indépendante. Et puis, d'autres candidats contestent sur les réseaux sociaux et des recours sont lancés devant le Conseil constitutionnel. Tout ça crée, comme le dit le document, un climat général de défiance, d'incertitude. Avec des risques bien réels pour la démocratie et la stabilité politique du Gabon sous cette nouvelle présidence. C'est une situation complexe, tendue. Les prochaines étapes, notamment la réponse des institutions et les gestes du pouvoir, seront vraiment à suivre de près. Ce qui nous amène à une question de fond, pour terminer notre exploration. Oui, parce que quand la confiance dans le vote, qui est quand même l'acte de base de la démocratie représentative, est aussi attaquée, avec des accusations aussi précises et des divisions politiques aussi vives, Comment on fait pour reconstruire cette confiance? C'est ça la grande question, non? Quelles sont les pistes pour apaiser les tensions maintenant, mais surtout pour garantir que les prochaines élections soient crédibles, pour assurer une stabilité sur le long terme? Et peut-être plus spécifiquement encore, quel poids, quelle crédibilité auront les décisions des institutions comme le Conseil constitutionnel? Est-ce qu'elles peuvent vraiment jouer ce rôle d'arbitre impartial, accepté par tous et désamorcher la crise? Ou est-ce qu'elles risquent elles-mêmes d'être prises dans cette polarisation et que leurs décisions soient contestées à leur tour? ce sont d'énormes défis pour le Gabon aujourd'hui. La réponse à ces questions, elle va largement dessiner l'avenir politique du pays. Trouver une sortie de crise qui soit perçue comme juste et transparente, ce sera sans doute un test majeur pour la nouvelle administration et pour la solidité des institutions gabonaises.